Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'avant de commencer la séquence, de vous passer les quelques recommandations d'usage, même si effectivement la période nous a quand même largement éprouvés sur le sujet. Peut-être que pour préserver un peu de convivialité, et comme Nathalie a pu vous le mettre dans le chat, on vous invite à laisser vos caméras ouvertes. Les micros seront par contre fermés en dehors de toute intervention. Avant de laisser la parole au président et de manière à préserver la dynamique de la présentation qui va vous être faite, je vous propose de poser vos questions lors des 3 intermèdes que nous allons faire dans le déroulé. Pour ce faire, peut-être qu'effectivement, lever la main avant chaque intervention de manière à ce qu'on puisse vous identifier et vous donner la parole. Pour autant, si vous deviez avoir bien évidemment des questions au fil de l'eau, au fil de l'eau de la présentation, peut-être les faire dans le chat. Je me permettrai de les synthétiser et de les soumettre à Dominique Pont lors de ces intermèdes. Les préconisations d'usage étant faites, Président, je te laisse la parole. Merci Bertrand, merci à vous tous pour la connexion. Ça fait plaisir de voir qu'il y a déjà 104 connectés au bout de 5 minutes d'ouverture de la séance. C'est vrai que cette crise aura permis de révéler notre grande compliance et respect des horaires. Donc c'est peut-être le seul intérêt, je dirais, de la crise, qui est cette mobilisation finalement peut-être plus importante que lorsque nous organisions nos JT en présentiel, notamment au MEDEF. Mais voilà, si on peut reprendre le présentiel, on le fera au plus vite parce que ça perd quand même de la convivialité. Parce que boire son café tout seul, même si je suis au 106 à Paris, il y a du monde dans les bureaux, mais voilà, ça perd un peu du charme des rencontres. Merci à toi, Dominique, d'avoir accepté d'organiser et de présider cette séance. Tu es la personne ressource, et je dis ça sans flagornerie parce que nous nous connaissons depuis longtemps, tu es la personne ressource au ministère de la Santé et tu côtoies le plus haut sommet de l'État. Et ce n'est pas un hasard si tu as pu obtenir, dans le cadre du Ségur de la Santé, plus de 2 milliards d'euros pour le financement du numérique. 2 milliards d'euros. Donc, tu vas nous en expliquer, bien sûr, la déclinaison, l'opérationnel, parce que c'est important. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est comme le volet investissement. Je vous rappelle que les ARS sont dépositaires d'ores et déjà d'un cahier des charges et donc nous allons vous aider également sur ce volet investissement à bâtir une stratégie de projet. Aujourd'hui, c'est le numérique. Merci Dominique, encore une fois, pour ta présence. Et comme le temps politique, c'est la victoire des petits pas, là, ce sont des petits pas rapides et très bien organisés, si je puis dire, parce que tu es une personne qui est vraiment la personne ressource entre la fédération, mais tu ne représentes pas que la fédération, car tu es monsieur numérique, mais entre la fédération et toute l'expertise que nous pouvons amener au 106 et dans les régions. Je n'oublie bien évidemment pas l'ensemble de la représentation fédérale avec nos 3 syndicats de spécialité, plus la dialyse et la cancérologie, et bien sûr les présidents et délégués de région. Alors la première question que j'aime poser, mais je vais en poser plusieurs, Dominique, parce que à 10h20, je vais malheureusement devoir vous quitter car je dois aller dans un lieu que tu connais bien, c'est le 7e étage de l'avenue de Ségur. J'ai rendez-vous avec le directeur de cabinet de notre ministre où nous devons voir la déclinaison d'un autre volet Ségur qui est le RH Ségur 2. Voilà, beaucoup de dossiers. Mes premières questions, Dominique, que je vais te poser avec affection, c'est comment vas-tu? Voilà, comment vas-tu? Je te vois régulièrement, mais si tu peux nous dire comment tu te portes, ça nous fera plaisir d'avoir ce volet personnel. Et puis après, je vais te demander, mais ce sont des questions qui vont être reprises, alors je vais les poser à la suite. Quel regard rétrospectif et peut-être prospectif portes-tu sur les temps exceptionnels que nous vivons? Parce que, comme je le dis à plusieurs, comme je l'ai répété à plusieurs titres, pardon, la fédération, les cliniques privées ont pris une telle part, je dirais, dans cette lutte de cette pandémie, tant en réanimation qu'en soins de suite et dans les autres spécialités en médecine notamment, qu'il y aura un après pour la fédération et les cliniques privées. Et également, est-ce que la crise, c'est une question aussi qui m'intéresse,
est-ce que la crise aura été un accélérateur pour le l'élan que tu portes au service du numérique? Est-ce que, en d'autres termes, les 2 milliards que tu as obtenus l'ont été parce que nous avions une crise et qu'il fallait changer de monde et qu'il fallait un pilotage des données, de la data? Voilà. Et puis, dernière question, donc ce sont des questions larges et tu répondras, je pense, dans l'heure qui vient. Comment embarquer les acteurs de santé et plus largement tous les citoyens dans cette ambition que tu portes? Je crois que c'est aussi l'interopérabilité. Voilà, Dominique, je te laisse la parole et je te donne la séance qui est attendue. Et j'espère que nous pourrons, à l'issue de cette heure passée ensemble, une heure et demie, y voir tous beaucoup plus clair et que l'on pourra porter nos projets individuellement ou collectivement. Voilà, Dominique, à 800 km, je t'embrasse, mais le cœur y est. Et je reste, bien sûr, pendant une heure à vous écouter. Merci beaucoup, Lamine. Bonjour à tous. Merci aussi à Christine Bertrand, Nathalie Marie et toute l'équipe qui ont organisé le webinaire. Je suis super heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et pour répondre à ta première question, Lamine, j'ai vraiment la pêche. Je suis en super forme. Voilà. Et à la fois dans ma clinique et aussi très heureux de cette mission numérique au ministère parce que je suis très heureux de m'apercevoir que finalement, ce n'est pas plus compliqué de manager des technocrates que des brancardiers, en 2 mots, tu vois. Bon, pour le reste des autres questions, Covid et numérique, l'avenir du privé dans le numérique, tout ça, je te propose d'en parler dans le cours de ce webinaire, si ça te va. Bien sûr, Dominique. Merci. À toi. Donc, bonjour à tous. Ce que je vous propose là, c'est une présentation où on va mettre le focus sur un objet numérique qui va arriver pour tous les Français. À mon avis, c'est une première, tout secteur d'activité confondu en France pour tous les Français au 1er janvier 2022. C'est un objet numérique, un outil à la main du citoyen qui s'appelle Mon Espace Santé. Mais pour amener ça, en fait, ce que je vous propose, c'est une présentation en 3 temps, en 3 séquences. Une première séquence où je refais le point un peu sur la feuille de route du numérique en santé, que vous voyez bien la trajectoire, parce que ça vous permettra de donner des orientations stratégiques à vos établissements. Donc là, on va plus parler de gouvernance, de trajectoire, etc. Une séquence 2 qui est un peu plus technique, où on va parler notamment des financements, mais des outils techniques qu'il vous faudra mettre en place dans vos établissements, donc autour de ce qu'on appelle les services socles et les programmes. Voilà. Une séquence 3 autour de Mon Espace Santé, qui est vraiment l'outil citoyen qui va arriver, comme je le disais tout à l'heure, pour tous les citoyens français au 1er janvier 2022. Et une petite séquence 4 pour réfléchir avec vous sur ce que peuvent faire les établissements de santé privés pour répondre à la question de Lamine, ce qu'on peut faire nous dans notre secteur d'activité pour impulser quelque chose de dynamique dans notre pays. Et à l'issue de chacune de ces séquences, pour pas que ça soit un monologue trop chiant, je vous propose en fait de faire des échanges de questions-réponses et je laisserai Bertrand être le timekeeper. Voilà, donc on va commencer sur la séquence 1. Je vais essayer de le faire à un rythme assez rapide pour qu'il y ait assez de temps pour les questions-réponses. Donc, séquence 1, c'est sur la feuille de route du numérique en santé. Donc, en gros, le principe, c'est qu'au 1er janvier 2022, tous les citoyens français vont avoir leur espace numérique de santé personnel dans lequel ils vont pouvoir stocker leurs données de santé, avoir la main sur leurs données de santé, les partager comme ils veulent, échanger avec les professionnels de santé, avec les établissements. C'est une plateforme d'État, souveraine, j'en reparlerai, hébergée en France. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas l'État qui fournit un service clé en main. L'État fait sa part, il crée une plateforme, mais vous allez voir, c'est une plateforme ouverte dans laquelle tout le monde doit participer si on veut que ce soit une réussite collective. En gros, soit on arrive à se mobiliser, acteurs publics, professionnels de santé, établissements de santé, éditeurs, start-up, associations de patients et citoyens ensemble pour construire une plateforme numérique, souveraine, citoyenne, éthique avec les valeurs à la française, soit on continue de bosser comme on fait toujours en France, en silo, en se concentrant sur nos divisions plutôt que sur ce qui nous rassemble, et on se plantera ensemble. L'État fera pas tout, l'État essaye de faire sa part, mais c'est à nous tous d'y participer. Donc d'abord, pour rappeler un petit peu l'historique de la feuille de route du numérique en santé, dont je pense très sincèrement et sans arrogance, parce que ça ne dépend pas que de moi, hein. C'est une vraie dynamique collective qui s'est enclenchée. Je pense qu'il y a des avancées historiques en matière de numérique en santé en France. Le principe, c'est que j'avais été appelé en 2018 pour écrire un rapport qui s'appelait le rapport Pont-Coury, dans lequel je faisais un état des lieux de la e-santé en France et je proposais une trajectoire. C'était la première fois d'ailleurs que c'était quelqu'un vraiment
on va dire, du privé, appeler sur les sujets numériques et de porter un regard. Et donc, le regard que je portais, c'est en gros, et pour faire très, très court, c'est que depuis 15 ans que je suis dans le secteur du numérique en santé sur le terrain, quoi. En gros, c'est un bazar, mais incroyable, parce que par manque de volontarisme de l'État, en fait, les logiciels ont fleuri partout, en ville, à l'hôpital, dans le sanitaire, dans le médico-social, sans règle commune, sans socle commun. Et le résultat, c'est que c'est totalement fragmenté. La plupart des outils numériques ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité. Les outils ne savent pas échanger entre eux. On dit qu'ils ne sont pas interopérables. Donc, il y a des ruptures dans les parcours de soins numériques partout, des médecins et des professionnels de santé qui pètent les plombs derrière des outils pas ergonomiques, pas interopérables. Et pire que ça, le citoyen français, il n'a toujours pas ses données de santé sous format numérique. Il n'a pas son carnet de santé. Il ne peut pas gérer ses données de santé. Nos données sont éparpillées aux 80. C'est quand même, franchement, ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite notre pays, notamment en regard des investissements qu'ils ont fait. Et donc, l'idée, c'était qu'en avril 2019, on a lancé une feuille de route en présence d'Agnès Buzyn à l'époque, en disant il y a 30 actions concrètes entre mi-2019 et mi-2022, 3 ans, 30 actions pour changer de paradigme et redonner en fait une impulsion au numérique en santé, mais en partant du principe qu'il n'y aura pas un mec ou une nana providentielle qui va tout résoudre, mais que la seule solution, c'est d'avancer de façon collective, tous ensemble, pouvoir public, privé, industriel, professionnel de santé. Et le principe général, c'est que pour qu'il y ait une mobilisation collective, il faut d'abord un socle de valeurs. Lamine connaît mon romantisme et mon idéalisme. Moi, je suis un mec qui croit à l'humanisme. Voilà, je crois profondément que l'humanisme, ça peut faire partie aussi du numérique. Et je pense que l'avenir de l'Europe et de la France, c'est de tracer sa propre voie, qui ne soit pas que celle des Américains ou celle des Chinois, pas celle totalement des GAFAM ou celle des Batix. Et pour moi, le numérique en santé en France et en Europe, il doit être souverain. Je dis ça depuis 15 ans, c'était ringard il y a 15 ans, aujourd'hui c'est fashion, j'en suis très heureux. Il faut qu'il soit éthique, l'éthique va être au cœur de toute la stratégie, on devra être redevable de l'éthique du numérique vu des citoyens français, des professionnels de santé, et citoyens. Il ne faut pas que le numérique, ça soit qu'un objet pour les professionnels de santé, pour les professionnels de leur profession, il faut aussi qu'il soit pensé avant tout par et pour les citoyens. Ça, c'est la première, ça c'est le cadre de valeur. La vision à laquelle je crois, et pourtant je suis un gars du privé, c'est que je pense qu'il faut que l'État reprenne la main, qu'on n'a pas d'autre choix. Mais par contre, il faut que l'État reprenne la main à sa juste place. Et donc, en fait, toute la feuille de route, toutes les actions, les 30 actions, elles sont résumées dans cette maison, dans ce schéma de cette maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de tous les acronymes barbares, parce que c'est plein de trucs pas glamour, techniques, etc., mais qui sont indispensables si on veut faire avancer de façon pragmatique notre pays. L'idée générale, c'est de dire qu'il faut qu'on s'inspire pour le numérique en santé d'une gouvernance qui ressemblerait à la gouvernance qu'on peut retrouver dans une ville, où il y a un juste équilibre, à mon avis, entre le rôle des pouvoirs publics et le rôle du privé, de l'écosystème privé. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font le code d'urbanisme, ils délivrent les permis de construire et ils supervisent aussi la construction de toutes les plateformes communes. Les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité. Les pouvoirs publics ne s'amusent pas à faire des buildings, des maisons individuelles, c'est l'écosystème privé, les personnes qui le font. Et à contrario, l'écosystème privé, un promoteur, une personne, respecte le code d'urbanisme, attend qu'on lui délivre un permis de construire et est obligé de se connecter au réseau d'électricité, aux routes et aux ponts fournis par la communauté. Il ne peut pas faire lui-même sa centrale nucléaire ou sa station d'épuration. Le numérique en santé depuis 20 ans, c'est l'inverse. Les pouvoirs publics font des buildings et les acteurs industriels privés font le code d'urbanisme, s'autodélivrent des permis de construire, font des routes, des ponts. C'est ça qui déconne, à mon avis, profondément depuis le départ. Donc, l'idée de cette feuille de route, et on va rentrer petit à petit au fur et à mesure de cette présentation dans les détails, c'est que vous voyez sur ce schéma, toutes les fondations, c'est des trucs très techniques. On travaille dans l'ombre depuis 2 ans. On construit les routes, les ponts numériques, toute cette plateforme. On écrit le code d'urbanisme, c'est tous les trucs qui sont en vert en bas de l'écran. Et on propose, c'est la maison, des murs, un mur de données, enfin un toit pour les données qui est le Health Data Hub. On va le voir des plateformes. Une plateforme, c'est un contenant, ce n'est pas le contenu. C'est quelque chose qui permet de garantir une souveraineté, mais qui est ouvert à de l'innovation développée par le privé. Le mur vert, c'est l'espace numérique de santé pour les citoyens. Le mur jaune, c'est le bouquet de services pour les professionnels de santé.
Et les nuages, c'est tous les dispositifs d'accompagnement, d'incitation, de financement pour créer cette maison. L'idée, c'est que l'État refait les infrastructures, refait le code d'urbanisme, crée ces plateformes et dit à l'écosystème privé, à nous tous, établissements de santé, industriels, start-up, labos, etc., créez l'innovation, mais faites-le dans ce cadre-là pour qu'on ait de la valeur ajoutée croisée et réinventez pas tout cela. Par rapport à ça, premier point, pardon, on a renforcé la gouvernance. Donc, je vous passe les détails. Il n'y avait pas de chef. Donc, on a créé la délégation du numérique en santé qui dépend directement du ministre, que je pilote avec Laura Les Tourneaux. On a créé un parlement de la e-santé qui s'appelle le Conseil du numérique en santé pour que ça soit, on soit vraiment soumis à un grand débat chaque fois. On rend des comptes tous les 6 mois sur l'avancement. Si on s'est planté, ben on le dit de façon totalement transparente. On a restructuré la ZIP Santé en agence du numérique en santé en recentrant ses missions sur les fondations de la maison dont je parlais tout à l'heure, en disant vous arrêtez de vous disperser, vous vous concentrez sur ces fondations, vous ne faites pas tout différent dans chaque région française, on le refait en national. Et la ZIP Santé, enfin l'agence du numérique en santé, maintenant, dans son assemblée générale, on a la majorité des voix au niveau de la délégation du numérique, ce qui fait qu'on a c'est vraiment notre bras armé piloté par nous. Et ensuite, on a créé tout un tas de comités pour co-construire avec l'écosystème dans cette dynamique hyper proche du terrain et des gens. Ensuite, on a fait plein de trucs qui auraient dû exister déjà depuis 10 ans dans notre pays, comme ça existe en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, même en Italie. C'est d'écrire la doctrine technique du numérique en santé, qui est la Bible technique à laquelle tous vos industriels, tous les éditeurs de vos DPI, de vos gammes doivent respecter. En fait, cette Bible n'a été même pas écrite. Il n'y avait pas de règles, en fait. Premier point. Deuxième point, on a fourni un outil qui s'appelle Convergence, que vous avez à l'écran, qui va être rendu obligatoire pour tous les éditeurs de France, tous les industriels, en fait, qui remplit, ou les industriels remplissent avec des questionnaires la conformité à la doctrine nationale. Et ensuite, ils projettent dans leur feuille de route comment ils vont se rendre conformes à cette doctrine nationale s'ils ne le sont pas aujourd'hui. Et ça sera rendu transparent. Il y aura du name and phrase pour les meilleurs et il y aura du name and shame pour les mauvais. Ensuite, on a mis l'éthique, et l'éthique, ce n'est pas juste un concept, on a vraiment travaillé sur ces principes généraux d'éthique que sont la justice, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, vous savez, le fameux primum non nocere du serment d'Hippocrate. Et là, par rapport à ça, on a déployé tout un tas de groupes de travail avec des gens de terrain. Ce n'est pas le ministère, ça ne s'est pas fait dans le 7e arrondissement. C'est les gens de terrain qui nous ont aidés un peu partout en France pour travailler sur des sujets que vous allez voir arriver sur tout le 2e semestre 2022. Une grille d'auto-évaluation éthique qui inclut toutes les dimensions éthiques pour un système d'information hospitalier, un outil d'éco-score pour mesurer votre impact carbone avec le numérique, des recommandations pour les start-upers qui mettent de l'intelligence artificielle et qui doivent, dès la conception, se poser des questions éthiques, etc., etc., etc. Ensuite, pendant la première année, on n'est jamais resté à Paris. On a fait le tour de France pour aller se confronter au terrain, même si ça râlait, même s'il y avait de la controverse. Moi, j'adore ce genre de débat citoyen pour articuler, challenger la feuille de route que je vous ai proposée, que je vous ai présentée avec la maison, pour que ça soit vraiment quelque chose qu'on a construit du bas vers le haut et pas du haut vers le bas, avec globalement un grand engouement, une grande attente, en fait, des attentes des gens de terrain qui, en fait, attendaient que l'État redevienne autoritaire, pour faire le coup. Ça a été beaucoup d'ateliers citoyens travaillés depuis 2 ans dans l'ombre, dans tous les territoires français, pour travailler précisément sur ce que voulaient les citoyens, quel type d'outils ils voulaient, comment ils voyaient les écrans de leur futur espace numérique de santé. Ça s'est adossé avec des assises citoyennes où c'est les patients, les citoyens qui ont exprimé ce qu'ils voulaient et nous, on était plutôt spectateurs et on écoutait ce que les gens attendaient. On a fait des enquêtes à plus grande échelle d'opinion, tout ça c'est public, pour savoir précisément ce que les Français attendaient. Et en gros, ils disent, on attend d'avoir nos données de santé à nous, on veut que ce soit l'État qui garantisse la souveraineté, l'éthique, on veut accéder à des services innovants développés par nos startups françaises, mais on veut être sûr que ce soit un système qui soit sécurisé et on ne veut pas, en fait, globalement, laisser sur le côté de la route les gens qui soient exclus du numérique. Donc ça a été notre feuille de route dictée par les citoyens pour construire, en fait, mon espace santé dont je parlerai dans la 3e partie. Et enfin, en juin 2021, c'est un peu innovant,
on va créer carrément un comité citoyen avec des Français tirés au sort qui vont nous challenger, nous surveiller pendant toute la mise en place sur les prochaines années de tout le numérique en santé, tous ces outils, pour pas que ce soit que les médecins et les professionnels qui décident de ce que veulent les citoyens. Ensuite, on a bossé avec tout l'écosystème et de tous les industriels. Notamment, on a proposé une charte d'engagement un peu solennelle à l'ensemble de notre écosystème en disant on a une occasion unique et un alignement de planète pour que vous participiez à un projet national et que vous jouiez la carte du collectif, donc avec une charte d'engagement. Aujourd'hui, on est à 410 industriels signataires, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'écosystème français, tout domaine confondu, start-up, gros éditeurs, multinationales, labos pharmaceutiques, dans tous ceux qui développent, qui proposent des outils du numérique en santé, ils ont tous signé cette charte d'engagement à respecter les principes édictés par l'État avec cette juste répartition de la maison dont je parlais tout à l'heure. On a bossé avec eux sur un site que je vous invite à aller voir qui s'appelle Genius. Vous l'avez au milieu, ou qui rend très didactique pour les start-upers, pour les éditeurs, pour tout l'écosystème, la compréhension de toute cette feuille de route, de comment on peut faire pour poser une question technique, à qui s'adresser, comment on peut faire pour capter les financements, etc. Et puis voilà, on a fait tout un tas de cérémonies et de webinaires pour engager l'écosystème, parce que bien sûr, on ne pourra pas le faire sans les industriels. Ensuite, on a voulu donner une orientation qui était pas que sanitaire. On a voulu que le médico-social, qui était quand même franchement le parent pauvre du numérique en santé en France, il n'y a quasiment pas eu de financement ces 10 dernières années. Ben voilà, on va reparler tout à l'heure. Dans le cadre du Ségur, 600 millions d'euros vont être consacrés dans le secteur médico-social pour moderniser les systèmes d'information dans le secteur médico-social, mettre un dossier d'usager informatisé, acheter des serveurs tout bêtement, recruter des informaticiens, des trucs de base comme ça, avec une première phase d'amorçage qui a été lancée en janvier 2021. On a en gros en tête de financer à l'issue de ce plan 2025 à peu près, j'espère, les 3/4 en gros des ESMS en France, avec une première phase d'amorçage qui devrait financer à peu près 8000 ESMS. Autre point, et sans langue de bois, j'étais effaré de m'apercevoir en arrivant au ministère que la France avait complètement déserté en fait toutes les instances de travail au niveau européen. La France faisait la politique de la chaise vide sur le numérique en santé. Il n'y avait même pas d'ETP, pour faire très très clair. Donc là, on reprend la main humblement, parce que les gens étaient surpris quand même que la France ne s'engage pas. Donc là, depuis une grosse année, on reparticipe à toutes les instances européennes, à la fois pour essayer de faire converger les choses, pour qu'on parte sur des standards à peu près communs, mais aussi, je vous le dis franchement, avec l'ambition qu'on devienne un des leaders en e-santé en Europe. Moi, je pense que d'ici 2 ans, autant avant on était en milieu de peloton en Europe, je pense que là, on va être maillot jaune d'ici 2 ans, je vous le dis très sincèrement. Et enfin, pour répondre un peu à la question de Lamine sur la crise Covid, en tant que directeur d'établissement et citoyen, c'est une horreur. En tant que patron du numérique en santé, ça a été presque une bénédiction parce que d'un sujet d'experts et de geeks, c'est devenu un sujet grand public et donc un sujet politique, le numérique en santé, l'explosion des téléconsultations. Et donc, dès lors que c'est devenu un sujet grand public et politique, il y a eu les moyens, il y a eu une attention politique encore plus forte. Donc, nous, ça a été le côté super positif de ça. Ce qui a été très positif aussi, c'est que moi, je trouvais qu'il y avait énormément d'initiatives locales partout sur les territoires avec des gens dont on n'entend jamais parler, qui ont vraiment aidé les professionnels de santé, les établissements de santé avec des… Et honnêtement, il y a eu des très belles histoires en matière de partenariat public-privé. Si vous avez à l'écran quelques plateformes qui ont été portées par l'État et les opérateurs publics, si vous prenez SIDEP, franchement, c'est un exploit. À mon avis, c'est jamais arrivé en France que dans un partenariat public-privé, en 1 mois et demi, on connecte tous les labos de biologie français pour récupérer en temps réel les tests PCR. Enfin, je veux dire, ça, c'est le genre de truc qui n'arrive jamais en France. Donc, la crise a permis en fait ce type d'engagement. Puis après, vous avez le reste, santé.fr, les partenariats avec les plateformes de prise de rendez-vous en ligne, tous anti-Covid avec maintenant votre passe sanitaire et puis vous savez tous les dispositifs en fait de contact tracing, mes conseils Covid, vaccin Covid développé par l'assurance maladie. Alors bien sûr, c'est pas parfait, on est en France, il y a des sarcasmes tout le temps, mais franchement, quand on voit ce qu'on a fait, franchement, il n'y a pas de quoi avoir honte de ce qui a été fait en France en matière de numérique en santé.
Pour tout vous dire, et avant de répondre à une première salle de questions sur cette partie impulsion gouvernance, je regrette que le Covid ne soit pas arrivé dans 1 an et demi parce que là, on aurait eu tout. On aurait eu un espace numérique de santé, le numérique aurait été bien calé. Je pense qu'on aurait eu des effets de levier pour gérer cette crise bien supérieurs à ceux qu'on a utilisés aujourd'hui parce qu'en fait, toutes ces plateformes et tous ces services socles numériques, ils n'étaient pas encore prêts. Voilà, je vous propose de passer peut-être, Bertrand, une première séance de questions-réponses pour faire un petit break. Et merci beaucoup, Dominique. Alors, je ne sais pas si, alors, en attendant effectivement que les mains se lèvent, je vais te soumettre les miennes, Dominique, si tu le veux bien, et à la lumière de cette première séquence. Sur les 5 grandes orientations de la feuille de route, deux orientations ont retenu mon attention tout particulièrement, celle notamment de renforcer la gouvernance et puis celle d'intensifier la sécurité. Sur la gouvernance, et pour reprendre effectivement ton image de l'urbanisation via la maison, mais l'approche effectivement d'urbanisation avec un pouvoir régalien qui serait maître effectivement de l'infrastructure. Tu sais que cette image-là aussi apporte parfois une sorte de millefeuille administratif entre la commune, l'interco, le département, la région, l'État, qui fait qu'effectivement la lisibilité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ma première question, c'est effectivement la gouvernance numérique en France, comment elle s'organise, avec aussi quel est effectivement aujourd'hui le pilote entre les différentes… la cohésion politique du projet. Et puis le deuxième point, c'est effectivement l'articulation avec une forme de régionalisation qu'on a observée depuis le Ségur, si tant est qu'il devait y avoir une régionalisation dans le cas du numérique. Moi, parce que peut-être que vous avez… Pardon. Sur ce sujet… Juste certains micros sont ouverts, si vous pouviez effectivement les fermer dans l'intervention, merci. Moi, Bertrand, sur ce sujet, j'ai une position très tranchée. Je pense que ça a été une énorme erreur politique et stratégique il y a à peu près 5 ans quand le national a décidé en fait de laisser open bar aux régions. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait une connerie là. Je le dis sincèrement, on a réinventé la roue partout en France, dans chaque région française. Et en fait, les socles de la maison dont je parlais tout à l'heure, ils ont été réinventés dans toutes les régions françaises. Donc, ça veut dire que l'identité numérique d'un patient à Toulouse, ce n'est pas la même qu'à Montpellier ou ce n'est pas la même qu'à Bordeaux ou dans le Val-de-Marne. Enfin, franchement, là, je pense que c'était un manque d'humilité, de pragmatisme et de lucidité par rapport à ces sujets. Donc, maintenant, en fait, c'est clair. Il y a la délégation du numérique en santé, c'est dans la loi qui définit la stratégie qui est applicable par tous, assurance maladie pour le numérique en santé, assurance maladie, agence du numérique en santé, ARS, grade, tout le monde doit appliquer cette politique. En fait, dans le monde idéal, il aurait fallu que la délégation du numérique en santé, ça devienne une direction centrale, une DAC au même titre que la DGOS. Et je pense que ça deviendra une direction centrale pour avoir vraiment le poids gravé dans le marbre. L'histoire, c'est que comme moi, je ne voulais pas qu'on passe 3 ans en argutie technocratique et juridique avant de monter cette nouvelle direction centrale, on est allé au plus court en créant une délégation pour aller vite. Mais dès lors que maintenant, il est reconnu qu'il y a un chef d'orchestre qui décide de la politique, c'est lui qui tranche au niveau national, après, c'est faire appliquer en fait ce principe-là, voilà, et faire respecter ces principes dans chaque région. Et effectivement, régulièrement, on doit faire des rappels à l'ordre. Ok, merci Dominique. Alors, il y a une main levée sous une dénomination malchèche. Je suis désolé, je ne peux pas identifier mieux le nom. Vous avez la parole. Votre micro est coupé. Ouvert le micro. Oui, je pense que vous m'entendez là maintenant. Ça y est. Parfait, oui, bonjour, c'est le docteur Alexis Marcel de la clinique La Lorraine. Alors, je voulais poser une question c'est une réflexion-question, je veux dire, par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, je voulais dire en exergue, en premier, je suis très content d'entendre le mot éthique parce que l'éthique, c'est quand même la base, surtout lorsqu'on rentre dans le numérique où il y a beaucoup de fantasmes qui peuvent se passer. Donc, mettre l'éthique au centre, c'est très important, j'apprécie beaucoup. Alors, en 30 secondes, je vais vous faire partager une expérience que j'ai eue et qui va faire un peu écho à ce que vous avez dit. J'aime bien quand l'expérience permet de comprendre finalement la philosophie du système. J'ai eu la chance d'être, puisqu'on parle du privé, dans le cadre des projets de territoire de santé mentale, puisque je suis psychiatre, d'être désigné pour la région, pour les soins somatiques en psychiatrie, pour le public et pour le privé. Et on m'a demandé de travailler sur la conciliation.
Et lors de la première réunion, j'ai vu mes collègues du public et aussi du privé d'essayer de tenter de mettre en place une conciliation, et on s'est rendu compte d'emblée sur un problème qui est évident, que vous avez décrit. Chacun avait des logiciels différents, et on s'est rendu compte finalement très rapidement, au bout d'une demi-heure, qu'il était impossible de mettre en place un système commun s'il n'y avait pas effectivement quelque chose de central, c'est-à-dire un logiciel commun. Et donc, ça montre qu'il faut, ça montre bien, comme vous venez de le dire, on doit avoir une éthique commune, mais on doit avoir aussi un logiciel commun. Et tant qu'on n'aura pas effectivement des outils communs, on ne pourra peut-être pas commencer. D'où l'intérêt de commencer effectivement, comme vous l'avez dit, par le socle, par la base, par le citoyen. Je pense que si on part du citoyen et qu'on monte jusqu'à un certain niveau commun, on y arrivera. Ça va mettre du temps, mais je pense que si on n'arrive pas à converger tous ensemble vers un même point de vue, autant du point de vue éthique, mais que du point de vue logistique, on n'y arrivera pas. Et paradoxalement, moi, je suis très optimiste parce que maintenant, je pense que tout le monde commence à en prendre conscience. Voilà, c'est une réflexion globale sur ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste peut-être effectivement pour aller dans ce sens de l'éthique, tu as mentionné, Dominique, tout à l'heure, effectivement, qu'il s'agissait de développer la confiance des usagers dans cette dynamique-là et de remettre les usagers au cœur du dispositif. Tu me diras, c'est effectivement une musicalité que nous avons depuis de nombreuses années, et enfin, effectivement, on touche du doigt une réalité concrète pour les usagers. Quelles sont les attentes de la DNS par rapport aux établissements de santé pour travailler justement sur cette confiance des usagers? Est-ce qu'il y a un modus operandi sur lequel, effectivement, on peut, au-delà du Ségur et des déclinaisons qui vont se faire dans le cadre, effectivement, du plan qui s'annonce, quelles seraient tes recommandations par rapport à ça? Alors, mes recommandations, je te propose, Bertrand, qu'on en parle plutôt en troisième partie, parce que je pense que ce qui va rendre lisible et visible une vision éthique et citoyenne du numérique en santé dans le rapport entre un établissement de santé et ses patients, ça va beaucoup s'articuler autour de ce qu'on va faire de l'espace numérique de santé, de mon espace santé, parce que c'est là-dedans que vont se matérialiser de façon très concrète toutes les dimensions éthiques, consentement, fracture numérique, notion de délégation, quand est-ce que je peux utiliser le compte de ma maman pour l'aider à faire, etc., etc. Et dans notre façon d'articuler en fait les liens avec l'espace numérique de santé pour pousser des données, pour accéder aux données du citoyen et du patient lorsqu'il vient, c'est là-dessus que vont se traduire de façon très concrète en fait les cas d'usage dans lesquels on pourra décliner une forme d'éthique par rapport à ça. Donc, je te propose qu'on en parle plutôt en troisième partie. Très bien. Alors, donc, juste peut-être avant de passer sur la deuxième partie, j'ai une question là, sur le chat qui vient d'arriver. Doit-on craindre que l'urbanisation de l'ENS ressemble à celle du DMP actuel, avec visiblement une problématique de concertation sur le sujet? Bon, je ne peux pas m'empêcher de répondre à la question maintenant, même si on va en parler dans la troisième partie, mais le DMP, il a été lancé médiatiquement par Philippe Douste-Blazy depuis la clinique Pasteur à Toulouse, alors que j'étais responsable informatique. Et je me rappelle très bien avoir dit à Philippe Douste-Blazy, vous l'appelez dossier médical personnel, le P, ça veut dire personnel, parce que vous avez une vision qui est une vision citoyenne. Faites attention quand même que les professionnels de santé, ils ne vous disent pas qu'en fait, ce n'est pas une bonne idée de le donner aux citoyens, mais qu'il faut le récupérer pour les professionnels de santé. Et il a perdu dans le cadre des lobbies et des luttes d'influence. Et en fait, le dossier médical personnel est devenu le dossier médical partagé pour les professionnels. Le P est devenu professionnel plutôt que personnel. Et à partir de là, on est rentré dans la machine à perdre puisqu'il fallait connecter tous les logiciels de santé qui n'étaient pas aux normes parce qu'il n'y avait pas la lucidité de comprendre qu'en fait, on avait développé des logiciels partout en France non compatibles avec le DMP. Donc, évidemment que quand l'espace numérique de santé va arriver, ça ne va pas être parfait. On est en France, on est au pays de l'autoflagellation, des sarcasmes permanents, etc. OK. Mais d'un autre côté, il y a une vision usagée, citoyenne, qui permettra aux gens de eux-mêmes ranger leurs données de santé, donc avec une vision beaucoup plus centrée sur le citoyen. Et ensuite, avec le Ségur numérique, de mois en mois, et je dirais d'ici 2 ans, je pense qu'on va réussir à progressivement connecter plus de 80% des logiciels de santé français à l'espace numérique de santé. Donc, à la fois cette vision très citoyenne et mettre le paquet pour rentrer les mains dans le cambouis de l'interopérabilité des logiciels et notamment du DMP, pour moi, c'est les deux réponses. En fait, ma conviction profonde, c'est que d'ici 2 ans, on aura basculé le pays. Le pays aura basculé dans quelque chose qui est cohérent, qui ne sera pas parfait, qui sera toujours soumis à des critiques, bien sûr, mais on aura basculé. Voilà. Et c'est ça, à mon avis, les clés du succès.
Ok, Dominique. Les questions qui viennent sont pour avoir eu la présentation d'amont, pour le coup, vont trouver leur réponse dans la partie 2 et partie 3. Donc, je propose éventuellement que l'on puisse passer sur la deuxième partie à ce moment-là. OK. Alors, partie 2, on va rentrer dans des trucs un peu plus, après la partie gouvernance, la partie un peu plus technique, pour que vous voyez de façon concrète ce qu'il va falloir porter auprès de vos industriels et un petit peu les plans de financement qui vont derrière. Donc, premier point, tout le code d'urbanisme dont je parlais tout à l'heure, toutes les règles, tout ça maintenant, c'est publié, c'est concerté avec l'écosystème. Tout ça, là, vos éditeurs, ils doivent respecter. C'est plein de trucs très techniques, mais tout ça, là, c'est écrit dorénavant et c'est devenu opposable pour les industriels. Le cadre de sécurité, vous savez qu'on est hyper fragile et très vulnérable en matière de cybersécurité. Toutes les règles, ça y est, sont écrites. C'est aux éditeurs maintenant de les implémenter. L'interopérabilité, c'est écrit, ils doivent l'implémenter. On a mis en place, c'est hallucinant qu'il n'y ait pas ça en France avant, ce qu'on appelle un serveur multiterminologie. C'est un endroit où le pays au niveau national, l'État dit les terminologies de santé pour la biologie, la radiologie, les anapathes, c'est là. L'industriel, il n'a qu'à se connecter sur ce serveur, il récupère clé en main les terminologies pour les mettre dans son logiciel. C'est l'idée de faire évoluer le répertoire des professionnels de santé en disant qu'on va l'élargir, il va devenir le grand répertoire national sur lequel tous les logiciels de santé de nos systèmes d'information devront s'appuyer en l'étendant à l'ensemble des autres acteurs, y compris du médico-social. Donc ça, d'ici 6 mois maintenant, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus, ça va devenir opposable de s'appuyer sur le RPPS pour tout et il va être largement modernisé. Bon, le ROR, j'en parlerai plus tard. Une campagne autour de la cybervigilance avec l'Agence du numérique en santé qui maintenant fait de l'accompagnement qui est devenu ce qu'on appelle le CERT Santé, qui fait de la prévention et de l'accompagnement en cas d'incident de cybervigilance, qui est en train de se structurer avec de plus en plus de moyens et une campagne qui va être relancée autour de tous cybervigilants à l'hôpital. C'est une brique fondamentale de tous les logiciels de santé, partout, qui doit être déployée. Ça va être une des grosses priorités dorénavant là, en France dans tous les logiciels de santé, c'est d'intégrer l'INS, l'identité nationale de santé. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, Lamine Garbi, d'un point de vue numérique, ce n'est pas la même personne chez son pharmacien, dans sa clinique où il est soigné, ou chez son médecin généraliste. C'est complètement hallucinant que la CNIL ait bloqué pendant des années sur le fait qu'il fallait une identité numérique, ne serait-ce que pour échanger avec sécurité en parlant du même patient d'un point de vue numérique. Donc ça y est, c'est fait, c'est développé par l'État, le cadre est écrit, le téléservice numérique peut être appelé par tous les industriels, ils doivent passer l'agrément, mais ça, c'est une priorité. Tous les logiciels de santé en France ne doivent plus passer par des plateformes de rapprochement d'identité territoriale. Ça, c'était un espèce de gros délire. Il y a une identité pour tous, le numéro de sécu en gros et des traits d'identité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, toujours rédigé et avec de la même façon. Voilà, enfin, on parle de la même personne. Donc, effectivement, c'est un énorme boulot dans tous les logiciels de mettre en œuvre l'INS, mais c'est indispensable. On n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas sexy de faire ça, mais on n'a pas d'autre choix, sinon ça ne marchera jamais. C'est le déploiement d'outils numériques plus sécurisés, donc la ICPS, aujourd'hui qui n'est pas obligatoire en établissement de santé, qui a été utilisée dans le cadre de la crise Covid, notamment pour l'accès à vaccin Covid, mais qui va devenir vraiment un outil de plus en plus utilisé, qu'on va pousser, qui petit à petit va devenir obligatoire pour l'accès à certains services numériques, par exemple les certificats d'essai, l'accès au DMP, l'accès à mon espace santé, tout ça. Voilà, on ne va pas rester encore 15 ans avec une carte en plastoc, quoi. Enfin, il faut évoluer. Donc là, ProSanté Connect, qui est une brique technique que doivent mettre vos industriels dans les logiciels et vous, médecins, professionnels de santé, l'enrôlement avec ICPS, y compris, vous le savez, pour les infirmières, hein, puisqu'on va basculer en fait ADELI, va être récupéré dans le répertoire des professionnels de santé. Donc, même une infirmière pourra se créer sa carte ICPS pour accéder de façon sécurisée à des données de santé. Donc là, vous voyez, c'est en train d'exploser. C'est l'application carte vitale dématérialisée qui est en cours de développement, qui est testée dans plusieurs départements. En gros, qui permettra d'avoir les mêmes usages que la carte vitale actuelle, hein, la télétransmission des feuilles de soins quand on va chez son médecin dans son hôpital, mais qui permettra ensuite pour les citoyens français d'accéder de façon sécurisée à des applications santé qu'ils auront sur leur téléphone
et grâce à leur e-carte vitale, hein, ça va s'appeler l'appli carte vitale, et ben, en fait, ils pourront accéder à tout un tas de services, notamment l'espace numérique de santé, mais à plein d'autres outils. Et donc, petit à petit, tous les logiciels de santé citoyen vont pouvoir utiliser la carte vitale pour se connecter dans ce type d'outils. La carte vitale dématérialisée, la e-vitale, sera généralisée à tous les Français. Il faudra plusieurs années avant d'enrôler tout le monde à partir de l'été de l'année prochaine, 2022. Donc, on se donne un an encore pour tester, débugger les trucs techniques et ça sera généralisé à tous les Français à partir du milieu de l'année prochaine. On met le paquet aussi sur le raccordement avec les outils de messagerie sécurisée de santé. Il faut que toutes les cliniques françaises, dans tous les secteurs, maintenant, aient un client de messagerie sécurisé. Il y a plein d'opérateurs qui sont agréés MS Santé. Hein, donc, AppyCrypt V1 n'est pas agréé MS Santé. Il faut passer en AppyCrypt V2, mais c'est Lifun, c'est Medimail, il y en a des tas et des tas. Donc là, c'est indispensable et on veut la déployer dans toutes les structures de santé, médico-sociales compris. Vous avez sur le slide de gauche à peu près nos KPI, nos indicateurs de raccordement. Donc là, on est dans un gros chantier de raccordement. Et vous allez voir, le Ségur va donner des financements aussi pour faire ce type de raccordement. Et vous voyez qu'on est sur des courbes en fait, qui commencent à exploser en termes de messages échangés. Et donc, la messagerie de sécurité de santé, qui est aujourd'hui un outil qui est encore trop peu utilisé, et moi je trouve que ce n'est pas bien en France qu'on continue à utiliser Gmail et WhatsApp pour des données de santé, et bien en fait, on va vraiment mettre le paquet, ça va être rendu opposable et en plus, ça va vous permettre d'échanger, vous, établissement de santé, vous, professionnels de santé, directement avec le patient dès lors qu'ils auront l'espace numérique de santé, puisque eux aussi, ils auront une adresse de messagerie sécurisée dans le même espace de confiance garanti par l'État. Donc ça, c'est un point clé. La e-prescription, qui est un projet de l'assurance maladie qui est un peu plus sur du moyen terme, avec des premières expérimentations depuis juillet 2019, qui en gros consiste à dématérialiser le flux d'ordonnances entre le médecin et le pharmacien, puis ensuite le médecin et tous les autres prestataires, kinés, infirmières, libérales, etc. C'est sur un rythme plus lent, bon, c'est porté par l'assurance maladie, mais ça va se faire, ça va se déployer d'année en année. Télémédecine, on a un tout petit peu parlé avec le Covid, ça a explosé, hein. Les chiffres, c'est quoi? On était à 400 000 téléconsultations par an avant le Covid. Première vague, 1 million par semaine. Ça se stabilise avec des taux de satisfaction aux alentours des 3/4, que ce soit pour les citoyens patients et pour les médecins. Les gros sujets maintenant, c'est de faire rentrer dans le droit commun petit à petit, comme les téléconsultations sont rentrées dans le droit commun. Je croise les doigts, on fait tout ce qu'il faut pour essayer d'insister auprès de l'Élysée de Matignon, mais on voudrait vraiment que d'ici la fin de cette année, la télésurveillance puisse aussi rentrer dans le droit commun et sorte du régime d'expérimentation pour que voilà, qu'on avance et qu'on continue de financer ces nouveaux usages. C'est le Health Data Hub qui n'était pas sous ma responsabilité directe, mais de l'adresse et de Stéphanie Combe, qui a été lancé au 1er décembre 2019, qui est une espèce de guichet unique, une plateforme de données anonymisée, on dit pseudonymisée, à des fins de recherche épidémiologique, d'études cliniques, de travail sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, qui était, pour ceux qui étaient au début de cette présentation, le toit de la maison du numérique en santé. Et puis, les programmes d'accompagnement, donc le programme Open, hein, que vous connaissez, 420 millions d'euros qui avait été lancé par la DGOS. L'arrivée prochaine, c'est très important pour vous que vous ayez ça dans le radar, de Mathurin, qui va être un référentiel de certification des SIH. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a plein d'exigences un peu partout dans les différents plans, etc. Et en fait, on voudrait tout rassembler dans le même référentiel et qu'il y ait un seul référentiel numérique pour les établissements de santé, hein, comme un référentiel de certification classique. Et à partir de ce référentiel-là, tous les autres référentiels pointeront dessus. Les financements IFAC pointeront sur la note qu'on aura eue dans le cadre de ce référentiel Mathurin. Le référentiel de certification HS, sur son volet numérique, pointera en fait sur ce référentiel Mathurin. Donc, le timing par rapport à ça, c'est des concertations jusqu'à la fin de l'année, des premières expérimentations sur le début de l'année 2022. Le programme e-parcours qui visait à financer des projets régionaux de coordination complexe sur les territoires, qui pour moi, et la coordination de parcours complexes fait partie des rares choses qui sont, légitimes en région. Tout le reste, à mon avis, c'est soit porté par les établissements de santé, soit porté par le national. Voilà, donc la bonne couche intermédiaire pour les territoires, c'est la coordination de parcours complexes.
Et c'est surtout, et c'est là-dessus que je vais m'étendre un petit peu parce que ça va être la grosse actualité dont parlait Lamine tout à l'heure, le Ségur numérique. On est super fiers et heureux d'avoir récupéré 2 milliards pour le numérique en santé. Donc, ce 2 milliards-là, en fait, c'est un investissement un peu de rattrapage par rapport et de mise à niveau par rapport à ce que j'expliquais en début de présentation, où nos logiciels, ils ne sont pas du tout aux normes et sur les standards nouveaux fixés par l'État. Donc, l'idée générale, c'est de dire que ces 2 milliards qui sont construits pour qu'on accélère en France le partage des données de santé de façon sécurisée entre les médecins, les établissements de santé, le sanitaire, le médico-social et avec le patient. Sur ces 2 milliards, il y a 1,4 milliard pour le sanitaire, 600 millions d'euros pour le médico-social. L'idée générale, c'est de dire qu'on veut mettre à jour tous les logiciels de santé en France. C'est les 12 travaux d'Hercule, hein, puisque personne n'a respecté aucune norme depuis 15 ans. Et donc, à partir de cet été, vont sortir des appels à financement et ce qu'on appelle des dossiers de labellisation, où un décret en Conseil d'État va sortir là, très prochainement, dans les 15 prochains jours, où en gros, l'État reprend la main dans le dialogue avec les industriels. Ça a été hyper compliqué à monter juridiquement. En plus, ce n'est pas ma partie juridique, mais ça a été vraiment galère. Mais ça y est, on a trouvé la possibilité juridique que l'État définisse un cadre, donc le cadre de la maison, décrit d'un point de vue technique, et demande aux industriels d'être labellisés par rapport à ce cadre. Et l'État, dès lors que le logiciel labellisé est installé chez son client, l'État peut financer directement l'industriel pour la mise à jour dans l'établissement de santé ou chez le médecin. Et donc, ces cahiers des charges vont être sortis là, cet été. Bon, on n'invente rien, c'est ce qu'on annonce depuis le début. Les logiciels, tous, votre DPI, le logiciel de votre médecin dans le cabinet médical, le logiciel de votre radiologue, le logiciel de votre biologiste, ils devront tous intégrer ce qu'il y a en rouge en bas à droite, l'identité nationale de santé, le connecteur au DMEP, on en reparlera tout à l'heure, un client de messagerie sécurisé et cette brique qui s'appelle ProSanté Connect, qui est la brique technique qui permettra à tout moment de connecter des dispositifs d'identification électronique comme la ICPS ou comme la CPS de façon sécurisée. C'est un standard technique d'accès sécurisé au logiciel qui nous permettra, dans le futur, j'en parlerai pour ceux que ça intéresse, beaucoup de cas d'usage dans le futur sans avoir besoin de se déconnecter, reconnecter. Donc ça, on veut mettre à jour dans les 24 prochains mois tous les logiciels de France avec ces briques techniques. Une fois qu'on a ça c'est la partie technique, c'est ce qu'on appelle le financement à l'équipement qu'on traite en direct avec les industriels. Il y aura du financement, des soutiens pour du financement à l'usage avec les établissements de santé et avec les professionnels de santé pour jouer le jeu du partage sécurisé de données de santé. Dès lors que le logiciel il est compatible avec toutes ces briques techniques socle, INS, DMP, messagerie et ICPS, en gros, eh bien, on jugera les établissements de santé et ils auront des subventions ou des aides dès lors qu'ils pousseront les comptes rendus d'hospitalisation, les ordonnances de sortie. Pour les biologistes, qu'ils auront envoyé les résultats de labo dans un certain format, que les radiologues ont envoyé le compte rendu de radiologie à l'intérieur de la messagerie sécurisée et du DMP. Que le médecin de ville ou médecin généraliste aura poussé les courriers, les lettres, les ordonnances et ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale, c'est-à-dire en gros le résumé médical des patients à l'intérieur de la messagerie sécurisée et du DMP. Alain Delbos, tu as ton micro qui est ouvert. Ok. Et donc, par rapport à ça, là, il y a un énorme enjeu de mobilisation de l'ensemble de l'écosystème, établissements de santé et industriels. Et donc, les établissements de santé, là, c'est vraiment le bon tempo. L'État, nous, on a fait la part du boulot, c'est-à-dire en gros, d'avoir construit ces services socles. Tous ces services socles, ça, ils sont tous prêts. Tous. Maintenant, c'est aux industriels, à vos éditeurs de les implémenter, ces services socles. Et donc, il faut mettre la pression à vos éditeurs. Ils vont être financés directement pour le mettre à jour. Donc, voilà, donc il faut leur mettre la pression. Et vous, de votre côté, il faut vraiment vous préparer à accélérer en fait, cette mise à niveau pour partager en fait, ces données clés, et notamment les documents de sortie d'hospitalisation, si on devait résumer l'essentiel. Et c'est à partir de cet été que vont sortir tous les décrets d'application, tous les appels à financement. Donc, c'est vraiment maintenant que les choses vont devenir très concrètes pour les établissements de santé. Derrière ça, on est super heureux aussi d'avoir obtenu une autre enveloppe de financement dont le montant n'est pas encore public, mais qui sera conséquente aussi pour le numérique en santé.
cette fois dans le cadre de la reconstruction on va dire économique du pays et du programme France Relance du Premier ministre. On est super heureux aussi que le Premier ministre nous ait confié le pilotage de ça. Il va y avoir aussi beaucoup de financement autour de l'innovation pour soutenir la filière et l'innovation en matière de numérique. Donc, le Ségur, c'est du rattrapage pour de la mise à niveau basico-basique. Le France Relance, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'accélération de santé numérique. Ça va être pour financer des choses plus innovantes sur l'intelligence artificielle, sur les digital therapeutics, pour soutenir la filière industrielle du numérique en santé. Et donc là, il y aura les premiers débuts des financements qui démarreront avant la fin de l'année. Voilà en gros sur quelques briques socles, Bertrand, et les premiers éléments autour des programmes de financement. Je te laisse reprendre la main. Avec plaisir. Écoute, je vais prendre la main pour me faire l'écho effectivement des questions qui sont arrivées sur le chat. Les deux premières relèvent à quand une ICPS pour les établissements de santé, et la e-Vital est-elle créée dès la naissance? Commencer sur les deux premières questions. Alors, sur la ICPS, la vision qu'on a au niveau technique, c'est qu'on va enrôler un maximum de gens. Donc, tous les médecins, donc ça veut dire moi, dans mon établissement de santé, il va falloir que je galère pour enrôler aussi tous mes médecins libéraux. Est-ce qu'ils ont leur téléphone? Est-ce qu'ils savent télécharger l'appli? Il faut que je récupère votre numéro RPPS, monsieur, etc. Bon, mais c'est un boulot de fond qu'on doit faire avec nos médecins. Ensuite, il faudra le faire pour nos infirmières avec le sujet d'inscription à l'ordre, donc et du financement de la cotisation, qui est un sujet établissement de santé par établissement de santé qui ne va pas être évident non plus. En tout cas, l'idée, c'est de donner à toutes ces personnes physiques une ICPS. La ICPS ne sera pas un outil pour un établissement de santé, ça ne sera pas un outil pour une structure. En revanche, ce qu'on est en train de travailler, c'est la vision où on aura des certificats serveurs pour les établissements de santé. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler avec l'assurance maladie. Il y a des passes d'armes en ce moment sur ces sujets-là. Mais en gros, notre idée, notre vision au niveau à la DNS, c'est de dire il y aura une sorte de contrat signé par le directeur d'un établissement de santé qui dira « Moi, je prends la responsabilité d'assurer une forme de cohérence dans la sécurité numérique de mon établissement de santé. À partir de là, l'accès aux services nationaux, DMP, tout ça, je pourrais le gérer à l'échelle de mon établissement de santé. » Alors, il y a plein de dialogues et de concertations en ce moment et de négociations avec la CNIL, avec l'assurance maladie, mais notre vision, ça sera plutôt ça. Avoir des boîtes à lettres applicatives pour l'établissement, pour son service sécurisé, je parlais, pour son secteur d'admission, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut libéraliser un peu plus pour faire confiance en fait aux structures de santé dès lors qu'elles s'engagent à respecter un cadre et des règles régaliennes. C'est plutôt comme ça que je le vois, plutôt que de tout centraliser en national au niveau du DMP, par exemple. Sur la e-Vital, à la naissance? Le sujet est en cours d'arbitrage, mais a priori, ce serait oui. En fait, de même que l'espace numérique de santé, il y a une phase, en fait, qui est une phase où c'est créé dès la naissance avec une délégation donnée aux parents, mais la difficulté, c'est les parents divorcés, il ne peut pas y en avoir 5 ou 6 qui ont la délégation, donc c'est des sujets un peu touchy autour de ça, mais a priori, la trajectoire, c'est plutôt dès la naissance. Ok. Alors, sur la MS Santé, il y a des difficultés rencontrées avec les correspondants libéraux qui n'adhèrent pas toujours, effectivement, nonobstant les campagnes de promotion qui sont faites. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour améliorer cela? Je reprends la question qui a été posée. En fait, le Ségur, je ne sais pas si vous imaginez le chantier, la taille de ce chantier. L'idée générale, c'est de faire avancer en même temps tout l'écosystème. Les établissements de santé pour qu'ils aient leur connecteur DMP, l'identité nationale de santé et la messagerie, les libéraux, les médecins généralistes, les radiologues, les biologistes. Et donc, en fait, vous allez voir cet été, tous les appels à financement et les dossiers de spécification pour la labellisation des industriels, ils vont tous sortir en même temps pour que justement se retrouvent le moins possible dans la situation où le médecin généraliste dit que l'hôpital lui envoie jamais par messagerie sécurisée de santé, l'hôpital dit ouais mais le médecin correspondant il l'a pas. Et en fait une des grosses difficultés du Ségur, un énorme challenge du Ségur, c'est de faire migrer tous les logiciels de tout le secteur en même temps. Et donc, concrètement, autant je pense que le financement IFAC seront de plus en plus conditionnés au respect de ces briques socles dans les établissements de santé,
autant je pense que côté libéral dans la ROSP, le respect de logiciels labellisés aussi conditionnera les financements pour les libéraux. Et là-dessus, Thomas Fatome et Marguerite Cazeneuve, qui l'a rejoint, sont totalement en phase avec ça. Et pour en avoir échangé avec les syndicats de médecins, je pense que maintenant, les esprits sont prêts à accepter qu'il y a un cadre régalien pour tout le monde, point trait, quoi. Okay, alors, dernière question que je vais prendre. Alors, j'ai bien vu les questions sur tout ce qui est App Store, mais ça sera la troisième partie, donc je les préserve pour la fin. Une dernière question sur ce volet-là. Je vais la reformuler parce qu'effectivement, il est évoqué un timing d'Open, mais je suppose que c'est le timing du Ségur. Pourquoi ne pas le décaler à fin 2022 pour nous permettre d'être sûr de partir sur le bon logiciel? Je pense que la labellisation doit être effectivement une des questions sous-jacentes, puisque je crois savoir que les labellisations vont arriver sur 2021. Déjà, j'adore la question parce que pour une fois que des gens du privé disent que les pouvoirs publics vont trop vite, c'est trop kiffant pour moi. Bertrand, je trouve ça génial. Non, enfin, vous connaissez notre secteur, quoi. Ça avance au rythme de la tectonique des plaques, quoi, la santé en France. Donc, si on ne met pas une énergie, un volontarisme à faire avancer les trucs, il y aura toujours un alibi pour retarder. Donc, moi, je préfère qu'on se donne des timings élevés. Il y aura plusieurs vagues au Ségur. Il y a une vague 1, il y a une vague 2. Mais maintenant, il faut avancer. Maintenant, les services SOC sont prêts. On s'est tous mis d'accord ensemble sur une vision commune. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et puis, et moi, je crois qu'il faut arrêter d'intellectualiser aussi au bout d'un moment. Il faut faire dans la pratique, mettre en œuvre, voir ce qui ne va pas, le corriger. Comme disait Lamine, une stratégie de petits pas, mais de petits pas rapides, quoi. Donc, voilà, je pense que maintenant, il faut y aller, quoi. C'est le bon tempo. Ok, alors juste, comme j'ai la chance d'avoir la main, je vais juste te poser trois sujets, enfin, qui ne rappellera pas forcément des réponses, mais qui sont plutôt des points d'attention, des points de vigilance pour nous. Le ROR, tu as évoqué le ROR, effectivement, je crois qu'on a une question de la donnée qui est importante aujourd'hui en France, et cette fiabilité, cette homogénéisation de la donnée au niveau national qui a posé souci dans le cadre de la crise. Tu sais qu'effectivement, quand le ministère a raisonné ROR, on pouvait être sur les régions sous d'autres approches qui pouvaient être l'ORU, qui pouvaient être civiques, bon bref. Et parfois, on ne parlait pas forcément le même langage, qui a conduit à quelques couacs, effectivement, de conduite en période de crise. Donc ça, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais c'est vrai que ça, comme tu as présenté, c'est un vrai sujet d'attention pour nous et je pense que c'est quelque chose qui donnera d'ailleurs de la crédibilité puisqu'on va vers la confiance des usagers et des professionnels. Je crois que c'est un sujet important, un sujet à la donnée. Le deuxième point, sur Mathurin, tu as bien fait effectivement d'insister parce que ça sera quand même une partie de nos financements de demain, très vite demain. Peut-être effectivement rappeler que Mathurin n'a pas vocation forcément à repartir d'une page blanche, mais va capitaliser sur les programmes Hôpital numérique, Open et Ségur. Exactement. Et puis, Exactement. troisième point. L'idée, Bertrand, sur Mathurin, c'est de ne pas avoir 10 000 référentiels, tu n'en as qu'un, tout est rassemblé là-dedans. C'est celui-là qu'on fera évoluer d'année en année pour que ça soit plus lisible, parce que c'est quand même une espèce de millefeuille compliqué, tout ça, ces exigences. Et sur le ROR, Bertrand, juste en deux mots, enfin, pour moi, le fait qu'on ait eu cette vision en disant chaque région française définit sa stratégie, on s'est retrouvé avec des concurrences entre régions françaises, entre Marseille et Paris, pour tout te dire, c'était le combat OM-PSG, pour avoir le ROR qui bouffe tu vois, on se faisait concurrence au sein même de l'État. Pour moi, ça, c'est une énorme erreur. Et donc, si dès le départ, on avait décidé d'un ROR national alimenté en données par le régional, bien sûr, il faut être collé au terrain pour alimenter, ça, je suis d'accord. Mais ne serait-ce que les sujets d'infrastructure technique, c'est un manque de pragmatisme et de lucidité sur les outils techniques. C'est délirant quoi, d'avoir imaginé qu'on allait en faire dans chaque région française des trucs différents. Voilà. Donc ça, pour moi, on paye toujours pareil, cette vision-là. Bon, ce qui a été acté, c'est maintenant, il y aura un ROR national. OK, il faut le reconstruire, je suis d'accord, mais au moins, il y a une plateforme claire, quoi. Voilà. De peut-être en partie passer sur la dernière, séquence. Les deux questions qui viennent. La récupération des traitements personnels dans le DPI n'est pas prévue dans la e-prescription. Est-ce que Dominique Pont peut-il récupérer le dossier pour corriger ce point essentiel? En fait, là, on parle des traitements antérieurs du patient quand on fait une entrée d'un patient avec les traitements d'entrée. Donc, pour être très clair sur ce sujet, il y a une espèce de petite
concurrence entre le dossier pharmaceutique et le DMP de la CNAM qui récupère dans l'historique des remboursements tous les traitements. Et donc là, pour moi, c'est ce truc-là qui n'est pas clair. Donc, vous avez aujourd'hui le dossier pharmaceutique qui va proposer aux établissements de santé un connecteur qui permettra à l'intérieur du DPI de récupérer les traitements antérieurs via le dossier pharmaceutique. Et bientôt, l'assurance maladie qui va proposer aussi une API. Ce qu'on appelle une API, c'est un connecteur, en gros, pour récupérer de façon structurée l'historique des remboursements de médicaments pour qu'on ait une vision vue de l'établissement de santé. Donc, je pense que ces sujets vont arriver pour les professionnels de santé en établissement, mais je trouve que ce qui aurait été mieux, et on va essayer, c'est en cours on essaye de recoller les morceaux, c'est qu'on ait une vision un peu unifiée autour de l'État et pas deux projets concurrents sur ces traitements antérieurs. Allez, juste avant de passer sur le côté, le troisième volet qui est très optionnel pour nous notamment, quel lien entre ROR et Finesse? En fait, c'est deux dans la maison là, que je présentais tout à l'heure, mais après, Bertrand, tu pourras diffuser les slides à tous les participants. C'est deux référentiels socles différents, en fait, mais deux qu'on récupère au niveau de la délégation du numérique en santé. Donc, le ROR, c'est la description de l'offre de soins. Donc, dans un établissement de santé, j'ai un service qui fait de la cardiologie interventionnelle, j'ai un plateau d'imagerie qui est capable de faire ceci, cela. C'est la description de l'offre de soins. Le Finesse, c'est un répertoire qui est censé identifier, c'est comme un annuaire des structures de santé. Et pour tout vous dire, là, il y a à peu près 1 an et demi, on avait fait un audit du Finesse en militant pour le refaire d'un point de vue technique parce qu'il tient par 3 bouts de ficelle, ça paraît incroyable d'un point de vue technique, et pour en reprendre la gestion au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la délégation numérique, et on a obtenu un arbitrage interministériel favorable. Et donc, en fait, le Finesse va devenir le Finesse Plus en le libéralisant beaucoup plus et en intégrant d'autres types de structures de santé qui aujourd'hui sont exclues du Finesse. Donc ça, c'est une trajectoire. Le ROR, c'est un autre référentiel. Et le RPPS qui va devenir RPPS+, c'est aussi pour qu'en national, on redonne un annuaire ouvert et qui soit beaucoup plus inclusif vis-à-vis d'autres types de professionnels de santé. Donc, l'idée, c'est vraiment des trucs pas glamour, hein, mais on est obligé d'être humble et de construire ces trucs-là solides. C'est comme faire la chape en béton d'une maison. C'est moins sexy que la déco d'intérieur, mais on est obligé de faire ça. Voilà, c'est la base de la base de la base. Donc là, on a repris la main sur tous ces référentiels maintenant, y compris Finesse. Je propose de passer sur cette fameuse troisième partie. Donc, troisième partie, c'est sur la partie vraiment citoyenne, donc l'espace numérique de santé, qui désormais, le nom commercial officiel, c'est Mon Espace Santé, qui est la plateforme numérique citoyenne, hein, qui était le mur tout à l'heure qu'on a vu de la maison, le mur vert. Donc, c'est quoi? C'est un service à destination des citoyens français, mais qui implique aussi les professionnels de santé. C'est un service qui, j'en ai parlé en début de présentation, qui a été construit avec des ateliers sur les territoires, bon, plein de trucs, avec les usagers, les patients, mais aussi des professionnels de santé, dont l'idée, c'est d'avoir une interface voilà, fluide, le plus simple possible, accessible sur tout type de médias. Et donc, l'espace numérique de santé qui s'appelle Mon Espace Santé, c'est 4 briques techniques essentielles. Donc, tous vos patients, à partir du 1er janvier 2022, ils vont avoir ça dans leurs mains. Donc, dedans, ils accéderont à une nouvelle version du dossier médical partagé, confère la question qui a été posée tout à l'heure. On a récupéré, parce que moi, je trouve que ce n'est pas bien de jeter des briques techniques du DMP qui étaient bien faites, mais toute la partie interface utilisateur a été totalement refaite de zéro, pensée de zéro pour que le citoyen, le patient, l'usager, il soit capable de façon simple de ranger lui-même ses données de santé, de les classer, de saisir ses antécédents, de saisir ses allergies, de saisir sa personne de confiance, de saisir ses directives anticipées, etc. etc. mais que lui-même, on lui fait confiance pour qu'il soit aussi capable, lui, de ranger ses données de santé. Donc, au lieu de le mettre en gros, je ne sais pas quoi, mes résultats dans une chemise ou dans un classeur dans mon armoire ou sur ma commode, mes données de santé, mes derniers résultats, je pourrais les ranger dans un stock, dans un coffre-fort numérique, je pourrais les stocker là, hébergés en France, garantis en termes de sécurité par l'État.
Et une fois que je les aurai stockés là, eh bien, je pourrai aussi accéder à ce que mon établissement de santé aura mis dedans, à ce que mon médecin aura mis dedans, mon biologiste aura mis dedans, mon radiologue aura mis dedans. Et c'est moi le patron de mes données de santé, moi le citoyen français. Donc, un coffre-fort numérique, première brique. Deuxième brique, une adresse de messagerie sécurisée de santé. Et ça sera qui dès lors qu'un établissement ou un professionnel de santé aura lui aussi sa messagerie sécurisée, eh bien, vous pourrez dialoguer avec votre patient directement par un canal sécurisé. Voilà. Et donc, chaque citoyen, on aura notre adresse mail sécurisée de santé. En gros, comment elle sera fabriquée, cette adresse mail? Ça sera notre identifiant numérique de santé, mon numéro de sécu, hein, de façon triviale, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais mon numéro de sécu, @mssanté.fr. Et à partir de là, vous, établissement de santé, si vous avez la messagerie sécurisée de santé chez vous, ben, vous pourrez dialoguer avec votre patient, avec tous les cas d'usage qu'on peut imaginer. Moi, j'en imagine plein pour la clinique Pasteur de Toulouse, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'imagination autour de ça. Troisième brique, un agenda de santé. Donc, pas un outil de prise de rendez-vous, mais un agenda. À nouveau, l'État joue son rôle de plateforme, mais ne crée pas les services innovants. L'agenda, c'est quoi? C'est jamais qu'un endroit où on peut stocker des événements santé. Un rendez-vous pour une hospitalisation, pour une consultation, un rappel de prise de médicaments, un examen que je dois faire dans 2 ans parce que j'atteins la cinquantaine, etc., etc. Donc là, ça sera à nouveau des données de santé à la main du citoyen, mais qui sont des données de type événement. Et enfin, et c'est ça qui traduit vraiment la philosophie à laquelle je crois profondément, c'est qu'on va créer aussi un catalogue, un store d'applications santé à destination des citoyens, le portail patient de Cap Santé, un digital thérapeutique, ce qui permet de faire de la détection précoce de cancer bronchique, Doctolib, un outil de télésurveillance, un outil de téléconsultation. Tout l'écosystème pourra candidater à être référencé dans ce store, dans ce catalogue d'applications. Donc, c'est l'État qui donne le tampon, ce n'est pas l'État qui crée l'innovation, mais c'est l'État qui donne le tampon. Et dès lors, en fait, que cette application sera référencée, ça veut dire qu'elle respecte les fondations de la maison, toujours la même chose, et bien, le citoyen, il pourra directement connecter cette application santé à son dossier médical, à sa messagerie, à son agenda. Par exemple, si j'utilise Doctolib, Doctolib suit les règles de l'État, en tout cas, on le souhaite, il est référencé. À partir de là, je pourrais connecter mes rendez-vous Doctolib sur mon agenda. Des données médicales de Doctolib dans mon dossier médical partagé. Le portail patient de la PHP, je pourrais le connecter aussi pour tous les rendez-vous, toutes les données de santé, à ma messagerie, à mon agenda, à mon dossier médical. L'application de, je sais pas qui, Abbott, pour le suivi de son diabète avec un dispositif connecté, je pourrais récupérer mes données de glycémie dans mon DMP si l'application d'Abbott est tamponnée, référencée par l'État. Donc, c'est vraiment cette logique où, de façon triviale, pour vous le représenter, c'est comme si on développait une application qui ressemble à la page de l'iPhone, où en gros l'État fait les icônes du bas, la messagerie, le calendrier et le dossier médical partagé, et tout l'écosystème, vous tous les innovateurs en santé font toutes les apps. C'est ça en fait l'idée qu'on porte depuis le début sur cet espace numérique de santé. Donc ça a été inscrit dans la loi en juillet 2019, c'est prévu, c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant, d'inscrire ça dans la loi. Et donc tout, vous l'avez à droite, là, c'est des extraits de la loi et Bertrand vous enverra les slides pour que vous puissiez rentrer dans les détails. Mais en gros, tout service numérique de soins, de prévention, d'organisation de son parcours, de diagnostic, tous ces outils ou de gestion de son parcours santé, tous ces outils sont éligibles à être référencés dans le store de l'espace numérique de santé. Donc là, tout ce que vous pouvez créer comme innovation dans vos établissements de santé avec des startups, etc., vous pouvez pousser à ce qu'elles soient exposées à 60 millions de Français dans le cadre de ce catalogue d'applications. Donc, par rapport à ça, le point clé, c'est c'est un peu l'idéalisme auquel je crois, mais je pense vraiment que c'est une traduction un peu à la française du numérique qui est un peu différente de la vision chinoise ou de la vision américaine, qui est de dire on redonne la main vraiment aux citoyens parce qu'on veut être respectueux des libertés individuelles, on veut être dans une logique éthique. Et donc, c'est le citoyen qui a la main, qui a toutes les logiques de consentement pour l'accès à ces données, pour le partage de ces données, pour utiliser les services qu'il veut, pour connecter les services comme il veut, pour donner des accès temporaires, définitifs à des médecins, etc. C'est vraiment, on recentre sur les citoyens français, sur l'usager, sur le patient, la gestion des données de santé. Notre croyance depuis le début, c'est ça. Autre point très important, c'est que ça ne sera pas comme le DMP, ça ne va pas être créé, sur
sur une décision. Ça sera créé par défaut. On n'aura pas l'effort, on n'aura pas à faire l'effort de le créer. On va tous recevoir un courrier de l'assurance maladie ou un mail de l'assurance maladie qui nous dira à nous tous, ben voilà, on va vous créer votre espace numérique de santé, vous avez 1 mois pour vous y opposer. Si vous vous y opposez pas, il est créé, donc ça veut dire que vos établissements de santé, vos médecins, tout ça, vos biologistes, ils pourront l'alimenter. Et si un jour vous vous réveillez et vous pensez que c'est utile dans 6 mois, eh ben, il sera déjà alimenté par tous les médecins dès lors que vous vous y opposez pas. Donc, c'est le mécanisme qu'on appelle opt-out. Là aussi, on a beaucoup lutté, on a fait beaucoup de lobby au niveau de l'Élysée et Matignon pour que ça soit inscrit dans la loi. On a vraiment mis le paquet pour qu'il y ait une ouverture massive de l'espace numérique de santé. Il y aura dès cet été 3 départements pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme, dans ces 3 départements pilotes, il y aura une version bêta de l'application. C'est pour débugger, hein, parce qu'elle sera loin d'être parfaite en juillet, mais voilà, avec des premières fonctionnalités. Et donc, dans ces 3 départements pilotes, tous les habitants de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique et de la Somme recevront ce courrier de l'assurance maladie. Et là, les établissements de santé un peu moteurs, un peu innovants, ils vont pouvoir mettre en œuvre rapidement l'identité nationale de santé, le connecteur DMP, le connecteur de messagerie sécurisée, et là, commencer à avoir tous les cas d'usage d'interaction avec les patients, leur envoyer leur compte rendu d'hospitalisation, en amont de l'hospitalisation, récupérer ce qu'eux-mêmes ont inscrit dans leur dossier médical et préparer une hospitalisation en amont, hein, en préadmission, dialoguer par messagerie sécurisée de santé pour récupérer, envoyer des résultats, demander des questionnaires, etc. etc. Tous ces cas d'usage, c'est ça qu'on va tester dans les 3 départements pilotes. Et là, c'est très ouvert en fonction de l'imagination des uns et des autres et de tout ce qu'on va améliorer petit à petit. Donc, le planning, le macro-planning, c'est juillet, test dans ces 3 départements pilotes. Donc, vous voyez à peu près 4 millions de gens touchés avec ce mécanisme d'opt-out, de courrier envoyé aux gens, de rappel par les CEPAM, etc., qui va être fait. Et donc, à partir de janvier 2022, on passe à la phase de généralisation, donc avec… je pense à un temps politique et médiatique qui va être assez fort, hein, quand même. C'est quand même une plateforme, ça existe dans aucun autre secteur en France, une plateforme régalienne, souveraine, mais ouverte à l'écosystème, donc une plateforme inclusive proposée à tous les citoyens français. Et donc, en gros, ne serait-ce que la logistique d'envoi des courriers par l'assurance maladie à 70 millions à peu près de gens, en fait, prendra à peu près les mois de janvier, février, mars. Et donc, si on prend tout, plus 1 mois et 10 jours précisément de temps de réflexion pour tous les gens, en fait, en gros, en avril 2022, tous les citoyens français qui n'auront pas refusé, en fait, auront leur espace numérique de santé. Donc, il n'y aura plus de questions à se poser. On pourra alimenter en automatique le dossier médical, les messageries avec nos patients. L'idée générale, c'est que ça ne va pas être magique, ça ne va pas être parfait, il y aura des critiques comme d'hab, je suis lucide par rapport à ça. Mais par contre, on est dans une démarche au long cours, c'est-à-dire qu'on va engager les citoyens à petit prendre en main cet outil, à renseigner leurs données dedans. On va récupérer toutes les données qu'on peut récupérer déjà, nous, de la puissance publique, par exemple nos carnets de vaccination, notre passe sanitaire, nos résultats de tests PCR, tout ce qu'on va pouvoir imaginer petit à petit, on va le pousser de plus en plus dans l'espace numérique. Imaginez qu'on ait eu ça pour la gestion de la crise Covid, on nous aurait envoyé tout de suite en fait, nos tests PCR directement là-dedans. Le passe sanitaire, il n'y aurait pas besoin de scanner des codes, etc. Ça serait déjà inscrit dedans. On aurait tout un tas de directives qui auraient pu être poussées à tous les citoyens français à l'intérieur. On aurait pu avoir des alertes, etc. etc. Enfin, vous imaginez, donc petit à petit, on va construire les choses. Et ensuite, il y a un énorme volet du côté des professionnels de santé, des établissements et des professionnels libéraux, qui est de dire, écoutez, c'est un projet collectif, en gros, où on essaie de jouer le jeu du pays, quoi. Jouer aussi le jeu du partage de des données de santé qui appartiennent in fine aux patients, poussez-leur dans leur espace numérique, parce que in fine, ces données elles appartiennent aux patients. Et donc là, vous voyez tout l'accompagnement culturel et de conduite du changement qu'il va y avoir. Et donc, par rapport à ça, il y aura les incitations financières du Ségur, mais il y aura aussi un volet coercitif, puisque ça va être de plus en plus opposable. Ça sera inscrit dans la ROST, par exemple, et dans IFAC pour les établissements de santé. Donc, vous voyez en fait que moi, je crois à ça depuis le début, c'est qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel, ce n'est pas l'État qui fait tout,
c'est une mobilisation collective des citoyens, des industriels pour mettre à jour leurs logiciels, des professionnels de santé, de l'État qui met une plateforme à disposition pour jouer le jeu de l'intérêt collectif, de l'intérêt commun. Et très sincèrement, bien sûr qu'il y aura cet auto-dénigrement à la française, mais franchement, on a une occasion en or de se mettre ensemble pour construire humblement, pas à pas, un grand projet dont notre pays pourrait être fier d'ici 2-3 ans, le temps que tout se déploie. Je pense vraiment qu'on a une occasion de porter un truc en collectif. Donc, si vous voyez des premières copies d'écran, des premières maquettes, ça ne sera pas du tout ce look, mais vous voyez, vous identifierez avec votre carte vitale, au début avec un code temporaire. Vous aurez des notifications qui arrivent de votre hôpital, de votre médecin généraliste. On vous dira, toutes ces applications qui sont en dessous, elles ont été tamponnées, labellisées, vous pouvez les utiliser en confiance. Vous pourrez renseigner vous-même et accéder à ce qu'auront mis vos médecins, mais dans les deux sens. Mes antécédents médicaux, familiaux, mon état de santé actuel, mes traitements, mes directives anticipées, je retrouverai mes vaccins, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Je pourrais ranger des documents de santé. Si jamais mon médecin n'a rien de numérique, au pire, je récupère, je prends une photo, je le range et je le rends accessible aux autres médecins. Je peux en récupérer avec mes médecins ou mes hôpitaux qui auront joué le jeu du Ségur et qui seront connectés. Donc, on donne la main aussi aux citoyens pour être acteurs de l'organisation de son dossier médical. Sa messagerie, donc on pourra recevoir des messages sécurisés de son cabinet de radio, de sa bio, de son hôpital, etc. On pourra répondre, on pourra récupérer des documents attachés qu'on pourra soi-même ranger dans son dossier médical si jamais le médecin n'était pas encore connecté au dossier médical. Donc voilà, on engage en fait les citoyens avec ses propres outils à avancer. Et puis ensuite, dans le cadre d'une application numérique, donc là c'est une fausse application, mais juste pour vous représenter, une application de gestion de son diabète, prescrite par mon médecin, référencée dans le catalogue du store, je pourrais décider de récupérer dans mon dossier médical la glycémie, etc., etc. Donc, je pourrais le connecter mon application avec mon espace numérique de santé ou mes rendez-vous, etc. Voilà, je pourrais donner des codes temporaires à mon hôpital ou à mon médecin pour qu'il accède pendant un temps donné, le temps de me soigner ou d'être hospitalisé à mon espace numérique pour pouvoir stocker des données dedans, accéder à tout. Voilà, jouer le jeu du consentement citoyen, du partage, en disant, en fait, on y arrivera si on s'y met collectivement. Voilà, en gros, pour faire très court et laisser un peu de temps aux questions de Bertrand, la vision de ce qui va arriver. Okay, merci Dominique. En attendant que les mains se lèvent, et notamment j'invite ceux effectivement qui ont des questions qui sont intéressantes d'un point de vue social et sociétal, induites un petit peu par le dispositif. Peut-être deux questions que j'avais retenues qui étaient arrivées en tout début de séance sur l'App Store. On a un App Store effectivement citoyen. Est-ce qu'on a vocation à avoir aussi un App Store qui soit sur le côté professionnel, donc praticien, chercheur, établissement de santé? En fait, Bertrand, dans la maison que je présentais en tout début de présentation, qui rassemble toutes les actions de la feuille de route, en fait, il y a l'espace numérique de santé qui est un store, en gros, avec quelques fonctionnalités socles, un store pour les applications de santé citoyenne. Et de l'autre côté, il y a le bouquet de services pro, qui est l'équivalent en miroir pour les professionnels de santé. Là, on met le paquet sur cette fin d'année plutôt sur l'espace numérique de santé, et c'est plutôt à partir de janvier 2022, sur le premier semestre, qu'on va travailler sur le store côté professionnel de santé. Voilà. Donc, c'est une question. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans la feuille de route, ce truc-là. Toujours sur ces applications, le tampon que tu rappelais tout à l'heure, qui est donné par l'État, sur l'initiative privée, est-ce qu'il peut y avoir une démarche européenne sur ce fameux tampon qui serait donné, donc un tampon qui ferait foi et qui autoriserait? Alors, cette logique de store d'application, elle est balbutiante dans la plupart des pays européens. Il y a une ou deux provinces espagnoles qui ont travaillé sur le sujet. Et en fait, ce que nous demande l'Europe actuellement, l'Allemagne, l'Italie, notamment, qui sont très moteurs là-dessus, c'est en fait de rendre compte de façon totalement transparente de notre mécanisme de référencement pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour des mécanismes similaires qu'ils vont mettre en place dans leur pays. Donc, je dirais, il y a eu plein de sujets, on était à la bourre en France sur le numérique en santé. Celui-là, je pense humblement qu'on aura un coup d'avance et les normes qu'on va définir de référencement seront des normes dont les autres pays vont s'inspirer. Et juste pour préciser, on a lancé un appel à candidature en décembre 2021 pour retenir une trentaine d'acteurs industriels et établissements de santé qui avaient des applications numériques de santé
éligibles potentiellement à ce store. Et c'est avec eux, donc pas à Paris, hein, c'est avec eux qu'on construit le référentiel. Donc, c'est avec des gens de terrain. Donc, je sais qu'il y a Elsan, il y a Bot, il y a Doctolib, il y a plein d'acteurs, une trentaine. C'est avec eux qu'on construit tous les cas d'usage en fait, du référencement pour que moi, je ne veux pas un truc trop technocratique, mais il faut respecter la loi aussi, donc il faut trouver le juste équilibre. En fait, ce que je voudrais vraiment, c'est que ça soit un processus très inclusif, donc rapide. Voilà. Donc, et ça, les autres pays européens, ils sont plutôt alignés là-dessus. Avant de venir sur des questions plus orientées citoyens, pardon, sur l'agenda, la question est de savoir s'il s'agira d'un contrat exclusif avec Doctolib ou une solution d'État comme l'AMS Santé. Alors, clairement, l'agenda, ce n'est pas l'outil de prise de rendez-vous. Donc, la doctrine qu'on porte, c'est de dire, et ça me paraît cohérent avec ce que je vous dis depuis une heure, c'est qu'en fait, nous, la vocation de l'État, c'est de fixer un socle régalien pour garantir une éthique et une souveraineté par rapport à tout l'écosystème, mais aussi par rapport aux citoyens français. En revanche, des outils de prise de rendez-vous, Doctolib, Maya, Keldoc, l'outil de prise de rendez-vous à l'intérieur d'un portail patient de l'un de vos établissements, il sera éligible au même titre que les autres à être référencé dans le store. Et le citoyen, il pourra connecter son agenda avec Doctolib, avec Maya, avec Keldoc, avec le portail patient de Cap Santé. Voilà. Et en fait, la logique, c'est que l'État doit être œcuménique, mais garantir l'éthique. Moi, c'est ma croyance depuis le début. Comment, sur mon espace santé, lorsqu'on est européen mais non résident en France, comment on peut avoir cette utilisation sur, de l'ancien ENS, de mon espace santé, comment on l'utilise? Et de la même manière, dans le même ordre d'idée, comment, lorsque nos patients se présentent donc sans pièce d'identité, comment on utilise, comment on projette effectivement l'utilisation de l'INS qualifié, puisque ce sera effectivement l'enjeu du Ségur. Ouais, là, ça, c'est un des gros sujets. Les gens, il y a tout un tas de populations pour lesquelles il sera difficile de qualifier l'INS au démarrage. Et en fait, ces mêmes personnes, on aura des difficultés pour leur créer leur espace numérique de santé, puisque l'espace numérique de santé, c'est prévu dans la loi, il est d'abord indexé sur l'identité nationale de santé. Donc ça, c'est des cas d'usage pour l'instant, c'est des sujets hyper complexes, mais pas que techniques, je parle d'un point de vue juridique et organisationnel. Pour l'instant, ces cas-là, on les a mis de côté. On est challengé très régulièrement là-dessus par les députés, etc. Mais nous, on essaie de ne pas trop se disperser, c'est déjà balèze en fait de faire marcher ce qu'on a annoncé. Donc ça, c'est un sujet qui, pour l'avoir vraiment creusé, c'est pas évident du tout d'un point de vue organisationnel et juridique. L'autre point par rapport à un résident européen, aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas d'identité nationale de santé, on ne pourra pas avoir l'espace numérique de santé. Sachez quand même que chaque pays européen, on a tous acheté, c'est fait déjà, une plateforme qui permet de connecter nos DMP nationaux avec les DMP des autres. Donc ça, c'est fait. Je veux dire, là, les plateformes sont achetées. Maintenant, on va rentrer dans toutes les phases de test de tout ça. Donc, le moindre mal, je dirais, c'est quand même moins bien que d'avoir un espace numérique de santé, mais le moindre mal, c'est qu'il y aura une espèce d'interopérabilité, entre guillemets, entre les DMP européens. Je vous invite à lever vos mains et vous poser directement aux questions à Dominique. Dans cette attente, je vais continuer effectivement à faire votre porte-voix. Il y a une question là qui m'a interpellé parce que je suppose que tu dois l'être également dans ton quotidien. Tout le monde n'a pas accès à Internet et à un smartphone, notamment sur les territoires ruraux et vieillissants. Comment peut-on faire pour cette population? Quel projet? En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on va réfléchir tous les usages et tous les décrets, tout ce qui va être rendu, tout ce qui va être porté en matière de numérique, avec un usage numérique qui ne soit jamais exclusif. On veut toujours avoir un plan B s'il n'y a pas de numérique. Ça, dans toutes les directives qui vont nous arriver, la DGOS, etc., en fait, même la carte vitale, dématérialisée, tout ça, on veut toujours, voilà, parce qu'on sait que c'est des temps longs, les migrations numériques, on veut toujours qu'il y ait la possibilité d'avoir une alternative si on n'a pas du tout de numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on souhaite, c'est que ça ne nous serve pas d'alibi à ne pas avancer, quoi.
la fracture numérique. Donc, pour moi, le numérique au XXIe siècle, c'est comme quand la France et l'Europe se sont servis de l'imprimerie au XVIIIe siècle. Il y avait plein d'illettrés à l'époque, mais on a avancé. Ça a été à l'origine de l'essor du siècle des Lumières, et ça a été l'imprimerie, ça a été l'accès à la lecture pour plein de gens. Et ça a pris des années pour que les gens sachent lire. Mais en tout cas, il y a une impulsion qui a été donnée sur une technologie d'émancipation citoyenne. Pour moi, le numérique, si on ne se fait pas piéger par les Américains et les Chinois, c'est comme ça qu'il faut le construire. Et donc, il faut dire, OK, on cherche à être éthique, à faire de l'inclusion numérique. Il va y avoir des notions d'ambassadeurs numériques. On est en train de répertorier tous les gens qui seront capables de proposer pour les citoyens français des lieux d'accueil pour t'apprendre à appréhender ça. On va mobiliser aussi les solidarités numériques en disant aux gens, moi, je vais essayer de le faire pour mon papa ou ma maman, je ne suis pas sûr qu'ils vont le gérer, quoi. Bon, mais en tout cas, on va faire la promotion de ça avec une vision très humanisée, mais en essayant d'éviter le piège d'intellectualiser trop à la française pour avoir un truc parfait et pas avancer. Voilà, c'est un peu ça l'équilibre et le chemin milieu qu'on essaye de prendre. Christian, je vois ta main. Oui, je vais peut-être participer et puis t'éviter de poser toi-même toutes les questions. Bonjour Dominique, moi je te rejoins complètement sur la vivacité des projets et sur un rythme qui n'a jamais existé en France jusqu'à présent, où on a vraiment l'impression que les choses bougent et on le constate de manière très concrète. Le public, lui, dans un même temps, a développé des solutions historiquement qu'il continue à renforcer, comme Easily à Lyon par exemple, et de nombreux établissements publics rejoignent cette solution. Ne penses-tu pas que nous, de notre côté, avec les DSL entre autres et des prix d'éditeurs qui peuvent peut-être fluctuer, voire être inflationnistes à un moment, on risque d'avoir à ce niveau-là un point de faiblesse par rapport au secteur public? Ouais, enfin, le secteur public, Christian, ils ont d'autres problèmes aussi, hein, tu vois, c'est pas magique. Moi, mon feeling comme ça, mais là, je quitte ma fonction ministérielle, mais plutôt je reprends la casquette directeur d'établissement de santé d'une clinique privée. Mon feeling, c'est que s'il y avait quelque chose à construire maintenant, c'est pas de redévelopper nous-mêmes notre propre dossier patient. Je pense que ça, la bataille, elle est déjà jouée. Pour moi, hein, mais c'est vraiment un feeling, le vrai sujet, c'est les portails et les services numériques qu'on propose à nos patients. C'est là, en fait, où tout va se jouer dans les 10 prochaines années en termes d'organisation des soins. Donc, il y aura l'espace numérique de santé pour tous les Français, mais vous voyez bien que dedans, il y a quelques briques socles. Et après, toute l'imagination métier qu'on peut avoir et d'innovation, notamment dans ces applications qui seront dans le store, pour moi, c'est ça le gros sujet dont doit se saisir la FHP, les établissements de la FHP. C'est là où il faut être imaginatif dans tous les métiers. C'est là qu'il faut qu'on monte de la créativité et c'est là qu'on peut peut-être construire des plateformes propriétaires à nous qui nous appartiennent pour avoir une forme de souveraineté. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut concentrer l'énergie là-dessus. Et j'en profite aussi, Bertrand et Christian, pour dire que dans le cadre des task force Ségur pour travailler sur tout ça, je voulais remercier tout le monde, tous les big boss là, des établissements de santé et des groupes de cliniques d'avoir mis à disposition leur DSI pour bosser avec nous. Clairement, la task force hôpital privé, c'est la plus punchy, quoi. Et celle qui a le plus fait bouger les lignes. Donc, voilà, moi, j'étais super fier que vous soyez aussi engagés et que vous nous ayez aidé à faire secouer le cocotier. Je voulais en profiter pour le dire aussi. Merci Dominique. Alors, je sais qu'on est sur il est un peu plus de 11 heures, mais juste pour aller dans la suite de ta réponse et de la question de Christian, il y a une question effectivement à mon avis qui est essentielle pour bien comprendre mon espace santé. Elle est la suivante: possibilité de faire de la téléconsultation via mon espace santé. Alors, à date, dans les services socles de la base, les 4 services socles de mon espace santé, il n'y a pas un outil natif régalien de téléconsultation. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à date, en tout cas à date, peut-être ça changera dans le futur, j'en sais rien, on considère qu'il y a une offre du privé qui est suffisamment riche. Donc, c'est un peu la métaphore de la ville que je disais tout à l'heure. Nous, on fait les routes, les ponts, l'infrastructure, on laisse les gens faire des maisons. Si jamais il n'y a pas d'écosystème, on fera quelques HLM, quoi, d'accord ? Mais on attend de voir si l'écosystème privé se saisit de ça. Notre intuition aujourd'hui sur les outils de télésurveillance, c'est qu'il y en aura suffisamment proposé par les acteurs pour pas que l'État rajoute encore une couche. Voilà. Peut-être ça changera dans le futur, mais notre sentiment, c'est qu'il y aura beaucoup de créativité sur ces sujets-là par l'écosystème privé.
Et ces applications, elles pourront être payantes? Et si oui, comment ça va se gérer? Alors, en tout cas, aujourd'hui, ni dans la loi, ni dans aucun décret, on ne s'interdit de pouvoir inclure dans le store une application payante. Il n'y a rien qui le dit. On se laisse un maximum de marge de manœuvre pour regarder un petit peu ce qui va se passer, vérifier qu'on peut rentrer dans quelque chose d'un cadre éthique ou d'un référentiel éthique de référencement qui nous permettent d'ajuster les choses. Donc, on va l'ajuster. Mais aujourd'hui, on laisse toutes les portes ouvertes par rapport à ça. Et, au moins une dernière question sur les outils. Est-ce qu'ils seront suffisamment verrouillés pour éviter les transmissions de données personnelles? Puisqu'effectivement, on a vu que dans le catalogue des services, il y avait des accès à des services référencés à nos données patients. Donc, quelle sécurité autour de ce service? Moi, Bertrand, je suis de formation ingénieur en informatique et le seul truc que peut promettre un informaticien, c'est qu'un jour, il va y avoir un bug, quoi. Donc, je ne peux pas garantir le grand soir qu'il n'y aura jamais de PPM. Voilà. Mais par contre, très sincèrement, ce qu'on met en œuvre en matière de sécurité sur mon espace santé, avec l'ANSSI qui nous suit à la trace, avec du chiffrage des données de santé de bout en bout, je pense qu'on sera vraiment à l'état de l'art de la sécurité. Voilà. Donc, et très sincèrement, je pense que le niveau de sécurité qu'il y aura dans mon espace santé, au niveau technique, je pense qu'il y a moins de 1% de nos établissements de santé qui, dans leur SIH, sont à ce niveau de sécurité. Donc, ça ne sera pas parfait. Voilà, peut-être qu'on aura des hackers russes qui vont planter le truc, j'en sais rien. Mais on aura tout fait pour essayer d'être à l'état de l'art de la sécurité. J'en profite parce que tu sais que ce sujet de la sécurité, de la cybersécurité, est un point important pour nous. Et je sais que les travaux vont commencer, notamment à la DGOS, je crois, dès demain, si je me souviens bien. On a un vrai sujet sur la cybersécurité, mais qui dépasse le simple numérique pour avoir une approche plus structurelle de la question. Donc, ça, effectivement, c'est un sujet qui fait l'objet de réflexion avec les services de l'État et puis également en interfédération. Donc, ça sera un sujet sur lequel on devra revenir. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un webinaire à venir côté FHP dans une quinzaine de jours. Juste, si tu le permets, allez, une dernière question pour la route et puis pouvoir te libérer et te remercier de ce temps-là. Serons-nous en mesure de connaître les éditeurs qui auront bénéficié de financements Ségur? Donc, je pose cette question-là parce qu'elle est directement intéressée compte tenu des travaux qu'on a en cours aujourd'hui, effectivement, avec les services et sur la DGOS, sur le calibrage de ce financement éditeur. Est-ce que peut-être effectivement rappeler la mécanique de ce financement-là, qui est relativement importante puisque c'est le point aujourd'hui qui manque encore, puisqu'il n'est pas complètement atterri, parce que je sais les arbitrages que vous attendiez, que vous avez eu que très récemment. Donc, on va peut-être avoir un petit rappel, puisque pour le côté usage, on a un peu plus de lisibilité, un peu moins sur le côté équipement. Alors, le principe, en fait, c'est qu'il y aura un mécanisme de labellisation. Donc, ils vont sortir ce qu'on appelle des DSL, des dossiers de spécification de labellisation, qui permettront aux éditeurs de s'inscrire sur des fenêtres pour faire labelliser leur logiciel. Donc, il y aura une première fenêtre, en gros, entre cet été et l'été prochain. Donc, il y en aura une pour les radiologues, une pour le biologiste, une pour les cliniques, pour les hôpitaux, pour les médecins généralistes, etc., pour les éditeurs qui ont ça comme client. Et donc, les éditeurs, ils devront s'inscrire, et tout sera public, ça sera sur un site public, et ils s'inscriront pour candidater à une labellisation. Dès lors qu'ils auront la labellisation, si leur client les choisit eux, donc il y aura un site pour cliquer, je ne sais pas, moi je dirais, je choisis tel éditeur et je choisis la mise à jour de mon logiciel avec tel éditeur. À partir de là, c'est à l'installation et la preuve sur le terrain que ce qu'il a mis en place marche dans l'hôpital, chez le médecin, chez les radiologues, que l'éditeur touchera les sous. Donc, même en amont de savoir qui a touché les sous ou pas les sous, en fait, vous aurez la liste publique de tous ceux qui ont été labellisés au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre la pression à vos industriels. Oui, ça effectivement, ce point-là, on aura l'occasion de le réévoquer, puisque effectivement, c'est un petit peu le point qui est un point de vigilance pour nous et pour l'équipe que tu rappelais tout à l'heure, effectivement, qui travaille sur les sujets, de manière effectivement à nous mettre aussi également un petit peu en mesure de pouvoir mettre la pression sur les éditeurs avec une parfaite connaissance, effectivement, de la déclinaison qui sera faite sur ce segment-là. Écoute, Dominique, il est 11h10. Il me reste à te remercier plus. Merci pour la pêche et au message toujours
ambitieux et tu nous communiques effectivement toute ta dynamique. Ça, c'est toujours le côté sympa. Merci pour ça, parce que c'est vrai que les prochaines semaines, les prochains mois vont être numériques, qu'on le veuille ou non, ils le seront. Charge à nous effectivement de prendre la balle au bon, parce qu'effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est une aventure qui est forcément collective. Et nous ne réussirons que collectivement. Et là-dessus, je trouve que la dynamique est plutôt bonne entre fédérations hospitalières, mais également dans les groupes de travail qui sont aujourd'hui pilotés par la DNS. Merci à tes équipes également, parce qu'elles sont présentes, elles sont toujours effectivement à l'écoute, et surtout, elles font un gros travail depuis le début. Ce sont des réunions, pour ceux qui le savent, ce sont des réunions qui sont pluri-hebdomadaires, avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, la charge de travail est énorme. Merci pour tout ça, Dominique. Voilà. Merci à tous, merci Bertrand, et très bonne journée. À bientôt, j'espère. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.